Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment synchroniser un dossier de son Google Drive ou d'un autre cloud avec un NAS QNAP qu'on héberge chez nous en local. En l'occurrence moi c'est un TS453 Pro que j'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. Et en fait mon besoin c'était tout simplement de synchroniser mes documents que j'héberge chez moi en local sur mon NAS QNAP, mais également sur le Drive de Google pour pouvoir avoir accès à mes documents sur le téléphone par exemple, ou sur une tablette ou peu importe. Donc là, votre première réaction, et ce qui est normal, ça va être pourquoi tu publies pas ton NAS sur internet? Bah oui, c'est ça, pourquoi je le fais pas. Une app ont eu beaucoup de soucis récemment avec leur NAS, qui fait que je déconseille très fortement de publier un NAS qu'une app sur internet à l'heure actuelle, et en général c'est quand même déconseillé. Autant faire les choses d'une manière différente, et donc j'ai trouvé cette solution là qui permet de synchroniser n'importe quel fichier local du NAS à un cloud, peu importe lequel, encore une fois. Donc là on va présenter Google Cloud dans cette vidéo, on va voir ça maintenant. Nous voilà connectés sur une NAS QNAP, donc moi je suis en QTS 5, donc même si vous êtes sur QTS 4, la procédure devrait être assez similaire. Donc du coup, première chose qu'on va faire c'est aller dans l'App Center, et on va devoir installer l'application HBS 3 Backup Sync Center, ou quelque chose du style, dans ces hybrides Backup Sync. Donc on l'a ici, moi je l'ai déjà téléchargée, en général elle est pré-téléchargée sur tous les NAS QNAP, c'est une application officielle de chez QNAP, on peut voir qu'elle a été mise à jour il y a récemment. Actuellement, à l'heure où je tourne, on est le 19 ou le 20, et elle a été mise à jour le 15 mars. Donc c'est plutôt cool. Moi je vais l'ouvrir, donc vous la téléchargez si ce n'est pas déjà fait. Et là on peut voir plusieurs informations. On peut voir mes espaces de stockage, donc c'est les espaces de stockage qui sont reliés au NAS. Donc ici j'ai un cloud Google Drive. On peut voir mes tâches entrantes, les tâches actuellement. On peut voir les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivés récemment. Il y a pas mal de choses dans cette application, je vous invite à regarder un peu tout ce qu'il propose. Dans cette vidéo on va se concentrer sur la synchronisation de données. Et pour faire ça c'est très simple, on va aller dans synchronisation. Donc, ici on voit que j'ai déjà une tâche en cours sur mon compte perso. Donc on va créer la même chose mais avec un autre compte Google pour que vous voyez la procédure, comment ça marche. En haut à gauche on va cliquer sur créer une nouvelle synchronisation et on va créer une nouvelle synchronisation bidirectionnelle. Le bidirectionnel c'est quoi? Tout simplement, ça prend les données du NAS, les données sur Google Drive. Si j'ajoute de la donnée, je supprime une donnée ou je modifie une donnée, ça se répercutera automatiquement sur le cloud. Et si je fais la même chose sur le cloud, si je modifie une donnée sur le cloud, ça va se répercuter aussi en local. Donc c'est un miroir en fait. C'est comme un miroir, c'est la même chose. Et les deux sont liés entre eux, c'est bidirectionnel. Donc ça c'est la méthode de synchronisation que je souhaite faire. Donc je vais créer bidirectionnel et on nous propose plusieurs choix, dont un NAS distant. Donc le NAS on peut faire ça avec un serveur RTRR, mais dans tous les cas c'est pas le sujet de la vidéo, tout ce qui nous intéresse c'est de faire via les clouds. Donc les clouds on en a beaucoup, on a du Amazon S3, on a du Google Cloud, du Google Drive, on a du Yonos, on a du OneDrive qui est plutôt populaire aussi, du Oracle, du Azure, du OVH, et on a aussi SFR, je savais même pas qu'SFR avait des clouds. Ok, si vous voulez. Donc nous dans notre cas, on va prendre Google Drive, c'est l'objectif de notre vidéo. Et ici il me demande d'ajouter un nouveau compte, donc moi j'ai déjà un compte connecté, mais pour la vidéo je vais ajouter un nouveau compte. Donc je clique sur nouveau compte, une petite page s'ouvre pour me dire hey, connecte-toi au compte que tu veux. Donc moi je vais choisir le compte pro dédié à la chaîne, on va dire. Donc j'autorise les accès à Google Drive, forcément, vu qu'on utilise Google Drive, il faut autoriser les accès. Et voilà, ça se crée. Et ici, on peut sélectionner un nom. Alors ce nom est totalement fictif, il sert pas, il n'est pas important. C'est juste vous, pour vous repérer. Si vous avez plusieurs comptes connectés à votre NAS QNAP, vous pouvez dire ok, bah ce compte là il sert à ça, ce compte là c'est ça, donc voilà. Donc par exemple, moi je vais l'appeler test, donc je sais que c'est mon compte de test où je ferai mes tests, entre gros guillemets quoi. Vous comprenez le principe, c'est un nom qui sert juste pour faire joli, il n'y a pas une utilité réelle derrière. Donc ensuite on peut utiliser un serveur proxy si dans votre domicile vous avez un serveur proxy ou dans votre infrastructure. La plupart en auront pas, donc je vais pas détailler cette option là. De toute façon ceux qui ont un serveur proxy ils savent comment ça s'utilise et ils savent comment ça se configure. Donc, et valider le certificat SSL on va le laisser, c'est toujours mieux de l'avoir. Donc je vais créer mon espace de stockage et ici on peut voir que j'ai mon compte qui a été ajouté qui s'appelle test. Je vais le sélectionner et ensuite on va créer une autre tâche. Donc la tâche c'est la synchronisation, donc une tâche égale une synchronisation. Et je peux mettre un nom de la tâche, donc moi ma tâche je vais l'appeler test. Ok,
Donc vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Je vais même l'appeler test serveur MC parce que je vais synchroniser des données d'un serveur Minecraft. Voilà, pour la démo. Et on peut mettre aussi une description pour avoir plus de précision sur ce que c'est. Donc pas besoin de détailler ce que c'est une description, hein, c'est assez explicite. Ensuite, ça peut paraître un tout petit peu complexe au premier abord, mais c'est plutôt simple. À gauche, c'est les dossiers de mon NAS en local, et à droite, c'est les dossiers de Google Drive, donc sur le cloud de Google. Ok. Donc je vais ajouter mon dossier couplé, donc mon dossier que je veux synchroniser de mon NAS. Donc je fais ajouter. Je vais aller dans Home, donc là où il y a tous mes homes de mes utilisateurs. Je vais aller dans mon utilisateur Zatofly. Et ici j'ai serveur MC, donc c'est le fichier que je veux synchroniser. Serveur MC, ok, je clique dessus. On peut voir ici qu'on a le chemin ici, hop. Je peux aussi créer des dossiers si j'ai besoin, donc ça c'est plutôt pratique. Et je vais cliquer sur OK. Là mon dossier est sélectionné. Et maintenant on va l'associer à un dossier distant qui est sur le cloud. On va cliquer ça. Je vais aller cliquer sur My Drive. Et je peux créer un dossier aussi ici, c'est ce que je vais faire. Donc là je vais l'appeler par exemple serveur-mc. Voilà, c'est assez explicite, moi je l'ai mal écrit mais vous comprenez le principe. J'ajoute mon dossier. Hop, il est en train de se créer. Donc dans My Drive et dans serveur MC, donc une fois que j'ai créé mon dossier où je veux synchroniser mes données, je clique sur OK. Super. Ici on peut voir qu'on peut faire la même chose une deuxième fois si on a envie de synchroniser plusieurs dossiers en même temps sur une seule tâche. Ça peut être pratique. Donc si vous voulez faire synchroniser plusieurs dossiers sur une seule tâche, on peut le faire. Je vais pas montrer ça dans cette vidéo parce que c'est pas l'objectif. Et on peut voir les deux flèches qui me dit ces données là qui seront dans ce dossier là vont aller en local ici et vice versa. C'est ce que veut dire ces deux flèches. Ça va par là et par là, bidirectionnel. Ensuite, niveau de la politique de conflit, c'est simple. Si dans le même dossier, dans le même répertoire, on a un fichier qui est nommé identique, il y a un nom identique, hein, si on a fichier 1.png sur les deux endroits, sur les deux espaces de stockage, ça va faire un conflit, forcément. Ce qui va se passer, c'est que ça va renommer le fichier, et comme ça, ça écrase pas un des fichiers et vous gardez vos données. Donc vous pouvez changer cette politique de conflit, moi je l'ai laissé par défaut. En bidirectionnel, en général, on n'a pas trop de soucis de conflit, hormis à la synchronisation. Si j'avais déjà de la data, par exemple dans mon dossier G-Drive ici, et que j'avais par pur hasard un dossier qui s'appelait pareil que j'avais ici, là ça aurait causé un problème et forcément il serait renommé. Là dans notre cas et dans le cas de la plupart des gens, si vous créez un dossier, un nouveau dossier, vous aurez rien dedans, donc vous n'aurez pas ce genre de problème à la création. Donc bon, c'est assez spécifique quand même, mais c'est à noter tout de même. Donc on clique sur suivant. Ici on a la planification de la tâche, donc quand la tâche va s'exécuter. La meilleure à mon sens, c'est la synchronisation en temps réel, qui va tout le temps, en permanence, synchroniser les datas, tout le temps. Le problème à ça, c'est que ça va vous pomper beaucoup, entre guillemets, ça vous pomper quand même un peu de connexion, surtout si vous êtes en ADSL comme moi. Donc ça c'est peut-être le genre de choses, si vous avez une mauvaise connexion, à éviter, et de le faire plutôt périodiquement. Après ça dépend des besoins, ça dépend si c'est des petits fichiers, bon ça va, mais si c'est des gros fichiers de quelques gigas qui sont souvent mis à jour, donc il faut repool après les fichiers souvent, là ça peut vite consommer beaucoup de bande passante, donc c'est pas forcément le meilleur choix à faire. Second choix, c'est le planificateur qui me permet, hop, si je fais suppli plus, qui me permet d'établir des planifications à tel horaire, un peu comme ce que j'avais fait avec les backups de Proxmox. Donc on peut faire de manière périodique, de manière quotidienne, de manière hebdomadaire et de manière mensuelle. Plutôt simple à comprendre, c'est pas très compliqué. C'est peut-être l'option que vous utiliserez le plus si vous avez des gros fichiers par exemple. Ça c'est des options intéressantes pour synchroniser tous les dimanches. La troisième option, c'est exécuter après la tâche. Donc ça veut dire que cette tâche va s'exécuter après une autre tâche qu'on a déjà préconfigurée. Alors là j'ai pas déjà de tâche, alors pourtant j'ai une tâche qui tourne en arrière-plan, on peut la voir. Mais ils me proposent pas de la sélectionner, alors je sais pas qu'est-ce qu'ils entendent du coup par tâche. Donc cette option peut être intéressante pour synchroniser deux tâches entre elles, par exemple, je vois un peu ça, j'ai pas causé plus loin de ça, et puis de toute façon c'est pas une option qui va intéresser beaucoup de gens je pense. En général on va souvent utiliser soit le planificateur, soit la synchronisation en temps réel, ou la quatrième option qui n'est pas de planification. À première vue ça peut paraître un peu stupide, mais ça permet de juste faire des synchronisations à la main, si on veut juste la lancer de temps en temps à la main quand on a besoin. Ça peut avoir son utilité, donc c'est là, c'est proposé, et c'est plutôt cool.
On a une petite option ici qu'on peut cocher, c'est synchroniser maintenant. Donc dès à la création de la tâche, ça va synchroniser les deux dossiers directement sans attendre. Et on va cliquer sur suivant. Et ensuite on a quelques options intéressantes qui sont les règles. Et là on a beaucoup de choses. On peut activer des filtres, c'est-à-dire que il va pas prendre en compte certains types de dossiers suivant des critères. Donc là les critères, on a exclure les liens symboliques. La plupart des gens, je pense, n'utiliseront pas ça sur leur NAS. En tout cas pas des particuliers, c'est quasi sûr. Et des professionnels peut-être, mais ça reste assez rare je pense dans les cas des NAS. Vous pouvez exclure ces dossiers là, c'est plutôt pratique. Et on peut aussi exclure les dossiers, les fichiers qu'on masque. Donc si on fait en sorte que le fichier ne soit pas observable par un certain type de personnes, et le dossier est caché, donc il ne va pas le synchroniser. Ça peut être utile dans certains cas. Dans filtre avancé, on a beaucoup plus de choses. On peut exclure des fichiers par la taille, donc plus grand que ou plus petit que. C'est plutôt intéressant. Exclure des fichiers par date de modification, des fichiers modifiés la dernière fois de plus de X temps, donc c'est quand même très spécifique ça. Ou sinon, on peut juste inclure certains types de fichiers ou exclure certains types de fichiers. Par exemple, les fichiers temporaires, j'en veux pas, je les exclus. Ça c'est plutôt intéressant. On peut exclure aussi les fichiers vidéo. Si j'ai pas envie d'avoir des fichiers vidéo, je les prends pas. Donc ça c'est une petite option plutôt pratique, les fonctions de type de fichier, ça j'aime bien, c'est plutôt pratique, donc c'est là, prenez-en en compte, ça peut très probablement vous être utile dans beaucoup de cas je pense. Ensuite on a un petit paramètre avancé qui permet d'utiliser la compression de données, qui permet tout simplement de réduire la taille des fichiers et de consommer moins. Par contre vos fichiers seront un peu réduits en qualité, notamment les fichiers audio sûrement, les fichiers d'images, des choses dans le genre. Ça réduira en qualité forcément, après ça dépend des documents. Certains on s'en fiche que la qualité soit réduite. Si vous êtes des professionnels dans la musique par exemple, vous voudriez plutôt que le fichier se conserve tel qu'il est et qu'il soit pas compressé à mort, que ça donne un son dégueulasse à la fin. Option à utiliser avec parcimonie, ça dépend de votre utilisation. Et ici on peut voir qu'on a plusieurs options si on souhaite configurer ça. Ok. Ensuite dans les politiques, on peut utiliser un chiffrement côté client, donc ça c'est plutôt intéressant si on souhaite chiffrer ces données. On peut limiter l'utilisation de la bande passante, ça aussi c'est intéressant pour les petites connexions justement. Ensuite on a une option qui va permettre d'optimiser un peu la transmission de données sur votre bande passante, donc ça c'est intéressant aussi, donc gardez-la activée. Ensuite on a une intégration avec Q1 qui peut être intéressante pour ceux qui l'utilisent. Moi dans mon cas je l'utilise pas, donc voilà, je vais pas la mettre. Et pour finir, dans les options, on peut activer le débogage et limiter les tailles des journaux. Donc ça c'est, on peut activer les notifications pour certains types de tâches. Donc les échecs de la tâche, ok, je serai notifié. Si la tâche se termine, je serai notifié. Si la synchronisation en temps réel reprend, je serai notifié. Suivant vos besoins, activez ce que vous avez besoin. Par défaut c'est très correct je pense, surtout dans notre cas pour on utilise du bidirectionnel. Et après on a quelques règles de traitement d'erreur que je vous laisserai regarder. C'est pas spécialement intéressant pour la plupart des gens, mais ça peut être utile dans certains cas si vous avez quelques problèmes. Donc on n'a plus qu'à cliquer sur suivant une fois que c'est configuré. On a un petit résumé de notre programmation. Donc je vais créer la synchronisation. Ça va commencer à synchroniser tout seul. On peut voir que la synchronisation, la première synchronisation en tout cas commence. Et après, dès que je modifie un fichier, ça va synchroniser automatiquement en temps réel. Il faut savoir que si je modifie un fichier en local sur le NAS, ça va mettre 5-10 secondes de gros maximum à que les changements se répercutent sur le drive. En revanche, l'inverse, donc si je modifie quelque chose sur le drive, le temps que ça se répercute sur le NAS est un peu plus élevé. J'ai noté entre 1 et 2 minutes, c'est pas très scientifique, j'ai pas fait de test poussé, mais globalement c'est ce que j'ai retenu. Après il faut préciser que moi j'ai une ADSL, donc forcément je pense que ça doit jouer un peu en compte. Et on a quand même quelques informations intéressantes. On peut voir ici en haut les fichiers restants à synchroniser, ça peut être intéressant. On a nos deux supports, on a la destination, la source. Ici un petit détail un peu pratique je trouve, c'est le quota. Donc moi j'ai un compte gratuit à Google Drive, ce qui fait que j'ai 15 Go par défaut gratuit. Et si vous avez un abonnement Google One avec 2 Tera de stockage, vous aurez 2 Tera de stockage que vous pourrez utiliser ici et votre quota sera de 2 Tera. Donc faites gaffe à ça aussi, surtout sur Google Cloud, même sur d'autres clouds, si vous avez un quota, faites gaffe aux fichiers que vous synchronisez parce que ça peut vite remplir, croyez-moi. Donc évidemment on peut arrêter la tâche si on a envie, on peut la modifier, on peut faire des petits rapports, etc. Donc maintenant pour prouver que ça marche, ce qu'on va faire c'est que ok c'est en train de synchroniser. Si je regarde du côté de mon Google Drive, donc je suis bien sur le bon compte,
On peut voir que mon dossier serveur MC que j'ai demandé de créer tout à l'heure à la création de la tâche, c'est bien créé. Et on peut voir dedans que j'ai quelques fichiers qui commencent à apparaître ici, dans mon Google Drive, avec par exemple l'aela.txt, etc., etc. Et voilà, maintenant notre synchronisation marche, et du coup bah, c'est fini, c'est fait. Petite précision tout de même pour cette vidéo, la synchronisation n'est pas de la backup, c'est une erreur de dire que la synchronisation est de la backup. Pourquoi? Pour une raison très simple. Votre NAS QNAP, il est exposé sur internet, la grosse faille Deadbolt, et bien Deadbolt chiffre votre NAS, et votre NAS, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de synchroniser tous ces fichiers avec Google Drive. Ce qui fait que bah, les fichiers de Google Drive seront aussi contaminés, ils seront aussi chiffrés, donc vous ne pourrez plus les récupérer. Et c'est pour ça que ce n'est pas de la backup. Si vous voulez faire de la backup, il y a des options dans QNAP pour le faire. Donc il faut bien distinguer synchronisation des fichiers et backup des fichiers, c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez, comme d'habitude, des problèmes ou des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord, le lien est toujours en description. Et sur ce, ben moi je vous retrouve probablement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Docker, sur QNAP. Peut-être, peut-être pas, on sait pas. Enfin bref, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!